Good afternoon, welcome to Sciences Po, bonjour, bienvenue à Sciences Po. On va parler cet après-midi en français, mais il y a des écouteurs pour ceux qui ont besoin d'interprétation, donc n'oubliez pas de les prendre au fond de la salle. Merci d'être avec nous pour cet événement co-construit avec le ministère de l'Europe et des Affaires étrangères, notamment les délégués internationaux à la Méditerranée. Merci beaucoup, Karim Amelal, d'être avec nous. Et l'Union pour la Méditerranée. Merci beaucoup, Kamal Nasser. Et pourquoi ? Parce que l'Union pour la Méditerranée vient de fêter son 15e anniversaire. C'est 15 ans. C'est pourquoi c'est un grand anniversaire. On a aussi invité Hassan Salameh, qui représente ici les doyens fondateurs de l'École d'affaires internationales PSIA de Sciences Po. Merci Hassan d'être avec nous. André Guide disait « Chaque jour est une surprise ». La Méditerranée en sait quelque chose de surprises. Je dois dire Sciences Po aussi, c'est pas mal de surprises. C'est le cas de le dire, surtout aujourd'hui. Mais on n'est pas ici pour parler des surprises. On est ici pour penser, plutôt pour repenser comment construire, comment relancer la coopération dans la Méditerranée. C'est ça le rôle de l'Union pour la Méditerranée. Dans une région qui est traversée des conflits vieux, des nouveaux conflits, notamment dans la catégorie de vieux conflits, celui entre l'Israël et la Palestine. Donc, quand je dis coopération, je ne suis pas naïve. Je sais que le mot coopération peut sembler un peu dissonant par rapport à la réalité aujourd'hui, mais je suis consciente que la difficulté de la région, une difficulté qui a beaucoup de chiffres, insupportable, plus de 30 000 morts au Gaza, insupportable des scènes d'otages israéliens tués, mais je suis de l'école de Deborah Tannen, une linguiste américaine, qui disait « La coopération n'est pas l'absence des conflits, c'est simplement un moyen de gérer les conflits. » Donc peut-être à partir de ces constats sobres, nous allons cet après-midi avec 3 intervenants qui vont représenter quelque part des souhaits, des idées, des suggestions, des critiques pour voir de quelle manière l'Union pour la Méditerranée, encore une fois fêtant à peu près 15 ans d'existence, construite ici à Paris lors du sommet que Paris a abrité en 2008, reprenant les flambeaux de Barcelone, où on avait construit en 1995 les soi-disant processus de Barcelone, des coopérations internationales. On va essayer d'imaginer comment on pourrait redessiner cette coopération internationale, sachant que pendant ces 15 ans et un peu plus des 12 ans avant, on avait l'Union pour la Méditerranée a beaucoup œuvré pour la coopération dans les domaines des droits des femmes, dans les domaines de l'intégration régionale, dans les domaines de la connectivité des pays autour de la Méditerranée, dans l'urgence climatique, dans la protection de l'environnement. Donc quand je dis réimaginer, réinventer la coopération, on ne part pas de zéro, on part d'un acquis qui est tous ces ans de travail, aussi dans des domaines comme l'emploi, en renforçant les systèmes d'enseignement supérieur ou dans faire émerger de systèmes régionaux de protection civile. C'est vrai aussi que l'Union pour la Méditerranée a un rôle très particulier de permettre aux pays qui font partie
de dialoguer aussi, de conduire un dialogue sur des questions soi-disant politiques, sachant que c'est aussi de ça qu'il s'agit dans cette famille méditerranéenne. Donc, bienvenue à vous tous, aux représentants de la famille de l'Union pour la Méditerranée et de ses membres, aux étudiants et étudiantes qui vous intéressez par ces questions. Merci d'être aujourd'hui avec nous. Nous allons dialoguer d'abord avec les trois panélistes. Nous allons ensuite ouvrir l'espace des questions, des commentaires, des réponses, toujours dans l'esprit des pluralités des vues, mais aussi des respects de la vue des uns comme des autres. Ça, c'est à quoi on est engagé dans cette maison à Sciences Po. Donc, on va essayer de le faire dans cet esprit. Merci encore. Et on commence les débats tout de suite. Je vais commencer avec toi, Nasser. Tu es le secrétaire général de l'Union pour la Méditerranée. Ça fait à peu près 6 ans que tu es à la tête de l'Union pour la Méditerranée. C'est la dernière année de ton mandat. Quel bilan tu tires de ces 6 ans à la tête de l'organisation? Les zones de lumière, les zones d'ombre. Les zones d'ombre, les zones de lumière. D'abord, merci à Ranch d'avoir organisé cette rencontre autour du thème de la Méditerranée dans cet prestigieux amphithéâtre de Sciences Po. C'est ma 3e visite à cet amphithéâtre, parce que j'ai visité 2 fois en tant qu'ambassadeur d'Égypte à Paris. Et c'est un grand plaisir d'être parmi vous aujourd'hui pour parler de la Méditerranée au sens large et de l'Union pour la Méditerranée, d'une manière plus spécifique. À vrai dire, et tu l'as mentionné, le processus de Barcelone, qui est vraiment la base de l'Union pour la Méditerranée, était construit sur la promesse d'une paix durable et juste au Moyen-Orient suite aux accords d'Oslo. Et une deuxième fois, en 2008, la création de l'Union pour la Méditerranée était aussi sur un fond de toile d'un renouveau de ce processus de paix dans la région. Alors, si on le regarde de ce point de vue, on a continué dans le processus, mais on n'a jamais abouti à la paix. Et dans ce sens-là, le projet a été, d'une manière ou d'une autre, pas répondu à cet espoir de bâtir une zone de stabilité, de paix et de prospérité. Cela dit, quand même, cette structure, qui était le processus de Barcelone transformé en Union pour la Méditerranée, a pu s'adapter aux difficultés et que la région a fait face, que ce soit au niveau géopolitique ou que ce soit au niveau climat, changement climatique, inégalité sociale, croissance économique et pas mal d'autres aspects. Pourquoi elle a pu s'adapter? Parce qu'on a créé la première et la seule structure institutionnelle multilatérale qui permet aux 43 membres de l'Union européenne, plus les pays du parcours sud et est de la Méditerranée, de se réunir autour de la même table et discuter des questions et des secteurs de coopération divers et importants. Parce qu'à côté des tensions géopolitiques, on a d'autres défis aussi. Le changement climatique, on est une région qui se réchauffe 20% plus rapidement que le reste du monde. On a une montée des inégalités sociales au sein de nos sociétés, mais parmi aussi nos pays membres. On a des questions de coopération dans le sens de intégration régionale qui sont évidentes. Et on peut donner des exemples sur l'énergie renouvelable et autres. Et cette structure, malgré sa taille, sa petite taille et ses moyens qui sont, j'ose dire, dérisoires,
parce qu'on est là, on n'est pas là pour faire de la propagande, a pu quand même structurer un cadre de coopération et permis à nos États membres de travailler ensemble sur 12-13 secteurs clés et importants pour la région. Sur 3 fronts. Le premier, c'était arriver à un consensus et à une compréhension commune et à des conclusions communes aux politiques qui devraient être adoptées pour gérer ces différents défis sectoriels que tu avais mentionnés et que j'ai ajoutés moi-même en parlant de l'autonomisation des femmes, de l'emploi, l'eau dans une région qui est très pauvre en eau. Je viens de Barcelone. Barcelone vit une crise sans précédent au niveau de l'eau. Alors, une zone qui a des défis communs. Et sur ces défis-là, on arrive à se mettre autour du table et à se mettre d'accord sur des stratégies et des politiques et même coordonner nos positions dans les enceintes internationaux. On l'a vu déjà lors de notre ministériel sur le climat, où 43 pays membres qui appartiennent à 3 groupes différents au sein des négociations multilatérales sur le climat se sont mis d'accord sur une déclaration très dynamique, très proactive et très progressive. Et ça, c'est déjà un atout. Et ça résume ce que nous, à la maison, on a la tendance de parler de la première avantage que nous avons, it's our convening power. Je ne sais pas comment la traduire en français, mais notre capacité de réunir tout le monde autour d'une table. Et l'impression que j'ai, après 5 ans au sein du secrétariat, que nos États membres ont tendance, dans la plupart des cas, pas dans tous les cas, à laisser du côté leurs différents géopolitiques quand il s'agit des questions clés sectorielles, comme celles qu'on a évoquées, moi et toi. Ça, c'est une chose. La deuxième, c'est aussi très important. C'est le seul cadre institutionnel, multilatéral, régional, avec un processus de prise de décision où le Sud a la même voix que le Nord. Ce n'est pas le cas par rapport à la politique de voisinage, avec tous mes respects, qui est une politique très importante, avec des moyens énormes, mais c'est la vision de l'Europe, c'est les priorités de l'Europe vis-à-vis de la Méditerranée, et elle est appliquée d'une manière bilatérale et pas multilatérale. Alors l'Europe décide ce qu'elle pense est dans l'intérêt de l'Europe et du sud de la Méditerranée, mais sans vraiment un vrai dialogue entre sud et nord sur ces priorités. Mais nous, la prise de décision, c'est un exercice de copropriété, d'une égalité complète entre le sud et le nord, et ça c'est important. On est le seul organisme régional où la Palestine et Israël sont des États membres à part entière. Ça n'existe pas. Il y a des organisations en Palestine États membres, comme la Ligue arabe ou la Conférence islamique, et l'UNESCO peut-être, mais à part ça, ils sont chez nous au même pied d'égalité. Alors ça, c'est une dimension. Notre capacité de réunir tout le monde et de parler sur des secteurs clés. Notre capacité aussi, comme vous l'avez mentionné, d'avancer sur des secteurs clés, comme celle que vous avez évoquée par rapport à l'autonomisation des femmes. On arrive à 43 à créer un mécanisme de suivi où nos États membres nous rendent des comptes tous les 2 ans sur l'avancée et le manque d'avancée par rapport à des indicateurs bien définis sur le dossier des femmes. Le Suède, la Norvège, je m'excuse, le Danemark, au même pied d'égalité que le Maroc ou l'Égypte ou la Tunisie. Ça, c'est important. On est en train de créer une communauté qui pense de la même façon, qui réagisse de la même façon et qui est prêt à être revue par nos instances institutionnelles et même accepter nos commentaires sur le manque à faire ou ce qu'ils doivent faire par rapport à quelques secteurs clés.
Deuxièmement, pendant ces 15 dernières années, à cause de cette spécificité de la maison, on a gagné la confiance de pas mal de partenaires. Alors, on est une maison maintenant qui travaille avec la Banque européenne d'investissement, la BERD, des agences de développement nationales telles que la AFD, ICID en Espagne, BMZ, GIZ et KfW et d'autres, je ne veux pas oublier une, qui nous donne des moyens financiers. À cause de nos moyens financiers très limités, ça nous a permis quand même de faire plus et de faire mieux sur pas mal de domaines. Et ça démontre que ces partenaires, ils croient à la mission, à la capacité de faire et au fait que les pays membres acceptent notre rôle en tant que promoteur de projets et en tant qu'initiateur d'initiatives. En troisième lieu, dernièrement, seuls les 3-4 dernières années, on a commencé même à avoir nos propres projets sur le terrain. Alors, on a lancé pendant la crise du Covid des grand schemes. En français, c'est quoi un grand scheme? Mais je crois que nos étudiants vont comprendre. Où on a financé des initiatives sur l'emploi, sur le commerce e-commerce, sur l'inclusion des femmes entrepreneurs dans le système financier, sur pas mal de choses, avec un impact direct dans la région. Dernièrement, il y a quelques semaines d'ailleurs, au COP à Dubaï, on a lancé une initiative d'1 milliard d'euros sur l'économie bleue. Et c'est nous qui avions proposé, structuré, amené les bailleurs de fonds internationaux et régionaux, et c'est nous qui sommes à la manette d'une manière ou d'une autre, et on est le seul parti qui ne contribue pas en fonds propres, qui est dans le comité de pilotage. C'est un vote de confiance dans notre compréhension des vrais défis de la région et de notre capacité de réunir tout le monde autour de la table. Pour terminer, ce que je viens de dire démontre ce qu'on a pu achever. Mais est-ce qu'on a pu arriver à cette promesse d'une paix, stabilité et prospérité? La réponse est évidemment non. Et les raisons, vous les connaissez tous. Le contexte géopolitique que nous connaissons, la volonté politique de nos États membres d'en faire plus et d'investir plus dans ce cadre. Et à mon avis, on est à un point où il faut qu'on réfléchisse si on veut vraiment amener cette institution, cette structure, cette plateforme vers une nouvelle étape où elle peut avoir un rôle plus conséquent et un impact beaucoup plus fort. Et je trouve que la crise actuelle, malgré la guerre contre le peuple palestinien à Gaza, peut être à moyen terme aussi un déclencheur pour l'Union pour la Méditerranée, parce qu'on était bâti sur la promesse de paix. Alors, si jamais cette paix s'avère proche, on doit être amené à jouer un rôle dans la création d'un État palestinien, puis aux nouvelles institutions d'un État palestinien indépendant dans les territoires à Gaza et en Cisjordanie. On peut redéfinir la maison pour qu'elle puisse être au cœur même de l'espoir d'une paix durable dans la région. Merci. Merci. Donc, on a entendu un peu la vision institutionnelle de l'Union pour les réalisations de l'Union pour la Méditerranée, l'institution. Karim, quand toi et moi on a commencé à travailler à cet événement, le monde était un peu différent, la région était un peu différente.
les priorités de la France et celles de l'Europe étaient un peu différentes. Même aujourd'hui, si on regarde, le Sénat est en train de débattre de la question ukrainienne. Quelle est la place de la Méditerranée dans la politique française et quelle est la priorité que l'Union européenne accorde à cette région? Merci beaucoup à Arantxa et merci pour l'organisation, la co-organisation de cet événement qui est important malgré ce qu'il se passe, malgré la situation qu'il ne faut pas ignorer bien sûr, qu'il faut regarder en face et qui nous oblige à analyser et à réfléchir à la coopération, à ce qu'on pourrait faire pour que les choses aillent mieux. La Méditerranée occupe une place évidemment centrale pour la France, qui est un grand pays méditerranéen, ce n'est pas le seul, mais ça fait partie des pays qui ont toujours eu une forte intention et impulsion en Méditerranée, avec l'Espagne, avec l'Italie, avec d'autres. Mais nous croyons, et le président de la République l'a affirmé à plusieurs reprises, nous croyons à la Méditerranée. Nous avons une politique méditerranéenne, dans un contexte, bien sûr, qui est extrêmement compliqué, la guerre en Ukraine, qui capte l'attention, qui capte les ressources et qui suscite évidemment un risque non pas de mise à l'écart, mais en tout cas de dépriorisation en quelque sorte de la Méditerranée par rapport à ce qu'il se passe à l'Est. Et nous devons bien sûr, tout en soutenant ce qu'il se passe en Ukraine et l'Ukraine évidemment, être vigilants à ce que la Méditerranée ne passe pas au second plan, parce qu'il en va évidemment de notre avenir et il en va aussi de ce que nous sommes et de ce que nous voulons faire aujourd'hui. Donc la Méditerranée occupe une place centrale dans la politique étrangère de la France et l'Union pour la Méditerranée, nous en avons été quand même un peu à l'origine, tu le rappelais Arantxa, est un élément structurant de cette politique méditerranéenne. C'est un outil. Ça ne veut pas dire qu'il faut faire plus ou moins à l'est ou au sud. Ça veut dire qu'il ne faut pas oublier la Méditerranée et il faut continuer d'investir les outils qui existent. Et sans doute d'ailleurs, mais peut-être aura-t-on l'occasion d'y revenir, que la guerre terrible et tragique à Gaza peut être un déclencheur, effectivement, tu as employé ce terme, Nasser, d'une prise de conscience de la nécessité d'avoir des outils multilatéraux, régionaux, qui nous permettent de faire face, d'affronter des défis communs. Pas tous les défis de la région, pas toutes les crises, pas un outil de règlement de tout ce qui va mal en Méditerranée ou dans la région, mais qui nous permettent de nous focaliser sur quelques grands défis. Et l'Union pour la Méditerranée, effectivement, est un outil et probablement en réalité le seul outil qui existe aujourd'hui qui peut nous permettre de faire ça, qui peut nous permettre non pas de tout régler, évidemment, mais de nous focaliser sur quelques sujets, sur quelques défis qui concernent tout le monde en Méditerranée, aussi bien les pays de la rive nord que les pays de la rive sud, que les pays de la rive orientale d'ailleurs, parce que ce sont des défis d'urgence, c'est le changement climatique, c'est les inégalités, ce sont les enjeux d'emploi, de formation, ce sont les nécessités économiques, bref, beaucoup de sujets qui nous mettent tous d'accord en réalité, par-delà les dissensions, par-delà les difficultés, par-delà les crises aussi qui existent. Et ça fonctionne au sein de l'Union pour la Méditerranée, malgré des moyens quand même qui sont dérisoires. Tu as d'ailleurs employé le terme de dérisoire. Il faut le dire pour qu'on mesure les difficultés de l'Union pour la Méditerranée à agir aujourd'hui face à ces risques. Le budget de l'Union pour la Méditerranée, c'est 8,5 millions, 8,4 millions d'euros. C'est en réalité le budget du théâtre de l'Odéon, qui est juste à côté, c'est 15 millions d'euros. Donc c'est pire que dérisoire en réalité. Et pourtant, c'est l'organisation, la seule organisation multilatérale qui non seulement réunisse l'ensemble des pays du pourtour, et plus que ça, puisque les États de l'Union européenne et les pays du pourtour méditerranéen, qui est ce pouvoir, ce convenient power dont tu parlais, c'est-à-dire la capacité à réunir de nombreux acteurs autour de quelques sujets, et puis cette capacité aussi à agir assez concrètement. Je dis assez parce que ça pourrait être bien plus efficace, bien plus performant, si on s'en donnait vraiment les moyens. Mais un exemple, là encore, c'est pas très connu, parce et c'est pour ça qu'on a voulu d'ailleurs organiser cette conférence, pour montrer que l'Union pour la Méditerranée n'est pas une idée morte, n'est pas une coquille vide, comme on l'entend très souvent et trop souvent.
C'est non seulement une organisation qui existe, même si elle a un budget très insuffisant, c'est une organisation qui réunit tout le monde, mais c'est aussi une organisation qui agit, qui œuvre. Je donne un exemple parmi beaucoup d'autres. On pourrait parler des droits des femmes, où il y a un vrai travail droits des femmes, ce sujet qui n'est pas forcément hyper consensuel, mais où l'Union pour la Méditerranée a réussi à produire des avancées tout à fait significatives. Mais je donne un exemple qui est encore plus concret face au changement climatique. Le Blue Med Partnership, par exemple, est un outil, est un fonds, une sorte de fonds d'investissement, de mécanisme financier à hauteur d'1 milliard d'euros qui réunit la BEI, la BEUR, l'Union pour la Méditerranée, qui en est un peu l'instrument, l'acteur principal, l'organisateur en quelque sorte, pour financer des projets en matière d'économie bleue, d'économie de la mer, face au risque du changement climatique. Bon, c'est un exemple parmi d'autres. Il y en a beaucoup d'autres en réalité. Donc l'Union pour la Méditerranée a cette capacité à réunir les parties prenantes, à réunir des acteurs financiers, des bailleurs multilatéraux, des États, des collectivités territoriales, des entreprises, etc., multi-acteurs, tous les acteurs en présence, pour répondre à des enjeux très concrets et des enjeux qui sont les enjeux d'aujourd'hui et évidemment les enjeux de demain. Par-delà les difficultés politiques. Mais évidemment, et c'est là où nous essayons, avec l'Espagne en particulier, bien sûr, avec l'Italie, avec le Maroc, avec l'Égypte, avec tous ces grands pays méditerranéens et d'autres, dire, bon, on a une structure qui existe, qui n'est pas parfaite, qui est confrontée à des crises multiples, gravissimes, mais enfin qui avance malgré tout, qui est un outil de coopération. Servons-nous-en. Faisons en sorte que ce soit non pas quelque chose qu'on passe notre temps à critiquer, mais une opportunité. Et donc, nous avons engagé, la France a engagé, il y a maintenant un peu plus d'1 an, et évidemment avant la guerre à Gaza et avant le 7 octobre, un agenda de réforme ambitieux, avec l'idée de faire 2 choses principalement, 2 choses qui nous paraissent essentielles. Premièrement, augmenter le budget de l'Union pour la Méditerranée, 8,4 millions d'euros. Bon. Un autre théâtre national de Bretagne, c'est 12 millions. On pourrait multiplier les exemples comme ça. Et puis, réformer, améliorer, amodier le mandat de l'Union pour la Méditerranée pour qu'elle ait une vraie capacité d'action, de soutien à des projets. Et pas simplement, ou au-delà de ce convenient power dont on parle. Cette ambition et cet agenda de réforme, avec des discussions, avec des débats, avec des oppositions au sein de l'Union pour la Méditerranée, était en bonne voie. Et nous avions bon espoir, et je dois dire que nous avons fait ça en particulier avec l'Espagne, nous avions bon espoir que tout cela aboutisse à l'occasion du 15e anniversaire de l'Union pour la Méditerranée, puisque c'est effectivement cette année le 15e anniversaire de l'Union pour la Méditerranée. Hélas, les événements en ont décidé autrement. Le 7 octobre est intervenu et tout ça a été, non pas du tout annulé, mais a été décalé. Évidemment, la priorité n'est pas ça. La priorité est de parler de cette crise terrible qui impacte absolument l'ensemble des mécanismes de coopération dans la région et sans doute très, très au-delà. Mais cet agenda de réforme continue d'exister. La France va le poursuivre avec l'Espagne notamment et avec d'autres États. Le ministre des Affaires étrangères marocain, Nasser Bourita, lors de la venue de notre ministre Stéphane Séjourné au Maroc il y a quelques semaines, a eu des mots extrêmement forts de soutien à l'Union pour la Méditerranée, à son mandat, à son ambition. Et je dois dire d'ailleurs qu'avec l'Espagne, c'est dans le prolongement des propos de Nasser Bourita qui avait prononcé lors du forum régional il y a 2 ans, que nous avons engagé cet agenda de réforme. Et donc c'est une préoccupation qui est complètement partagée entre les pays du nord de la Méditerranée, de la rive nord, et puis les pays de la rive sud. Nous allons poursuivre, parce que, et Nasser Bourita d'ailleurs l'a rappelé, c'est important, c'est essentiel, c'est même crucial, malgré toutes les difficultés et malgré toutes les crises. Et donc, c'est important aujourd'hui de rappeler l'existence de l'Union pour la Méditerranée, alors même qu'elle est, c'est vrai, en France, il faut le dire, pas très bien connue, paradoxalement d'ailleurs, alors même qu'elle est confrontée à des difficultés majeures qui ne vont pas s'estomper, évidemment, avec lesquelles il faut composer, mais enfin, qui doit aussi nous permettre d'avancer justement sur d'autres sujets,
qui sont des sujets qui nous réunissent tous. J'en ai cité quelques-uns, il y en a beaucoup d'autres. Et je crois qu'on peut toujours inventer plein de choses et dire que l'Union pour la Méditerranée, c'est pas bien, qu'il faut faire autrement, et que l'intergouvernemental, c'est compliqué, le multilatéral, c'est compliqué. Mais enfin, on a là une organisation qui a 15 ans, qui existe, qui vit, qui fait des choses, qui est soutenue, qui a un mandat. Essayons de travailler avec elle pour faire face à cet avenir. Merci, merci Karim. Je me tourne maintenant vers Ghassan. Hassan vient de publier un nouveau livre qu'il faut lire, qui s'appelle « Guerre et paix au XXIe siècle ». Donc c'est à ce titre, Hassan, que je veux te poser la question qui probablement est dans la tête de beaucoup de nos collègues aujourd'hui. En plein milieu d'un conflit ouvert, comment est-ce qu'on peut travailler à tisser de la coopération régionale dans des domaines qui, certes, sont communs à tous les pays, même à ceux qui sont en conflit ouvert? Comment on fait? Merci beaucoup. Je suis toujours un peu ému de revenir dans cet amphithéâtre que j'ai fréquenté pendant 27 ans. Il y a une trentaine d'années à Arantxa, je représentais Sciences Po dans les réunions préparatoires à ce qui allait devenir le processus de Barcelone sur la Méditerranée. Il n'y avait pas encore le Thalys, donc le train prenait 3h30 pour arriver jusqu'à Bruxelles. Et je me souviens, il y avait d'autres universitaires qui venaient d'autres pays. On a eu une année comme cela de concertation autour du concept de Méditerranée. Ça m'est entré dans l'esprit, je me suis dit, c'est un concept peut-être prometteur. Oslo avait eu lieu en 1993, la conférence de Madrid avait eu lieu en octobre 1991, j'étais là-bas. Et donc, qu'il y ait une structure qui prenne le relais était quelque chose de concevable. Le champion de cette idée à l'époque, c'était Bettino Craxi, le ministre italien des Affaires étrangères à l'époque. Mais ce qui allait devenir l'Union européenne plus tard avait adopté l'idée et donc faisait ses concertations centrales. Et puis il y a eu la grande-messe de Barcelone en 1995. Et puis tout le concept s'est effrité devant nos yeux. 96-97, il n'en existait plus rien à peu près. Avant que Sarkozy ne reprenne le concept et ne prenne l'initiative de la réunion du Grand Palais qui a donné naissance à l'UPM. Cette expérience a laissé au fond de moi un très grand doute sur le concept lui-même. En ce sens que je vois bien que la Méditerranée est un concept poétique, mais je crois que sa traduction en concept géopolitique est assez difficile, peut-être même impossible. C'est un concept poétique parce que la Méditerranée insuffle en nous de très bons souvenirs et nous fait penser à des vacances ou à notre naissance, dans mon cas. Mais est-ce que c'est un concept géopolitique opérationnalisable? C'est une question à laquelle j'ai plutôt tendance à répondre non. Parce que je pense, sans aller jusqu'à la fameuse phrase que l'un des plus grands historiens français, Lucien Febvre, avait écrit à Fernand Braudel, lorsque Braudel, au début des années 1920, a commencé sa thèse de doctorat sur la Méditerranée et le monde méditerranéen à l'âge de Philippe II, qui est une très belle thèse en 2 volumes que vous pouvez encore trouver dans sa 10e ou 15e édition maintenant. Lucien Febvre lui avait écrit en lui disant « Attention, pour un historien, la Méditerranée est un vrai faux sujet. Un vrai faux sujet. » Et je crois que pour un géopoliticien, la Méditerranée est aussi un vrai faux sujet. Un vrai faux sujet. Je peux m'étendre sur les raisons qui me font dire cela, mais dans l'ensemble, il est vrai que la Méditerranée, telle qu'elle est, représente ce que j'appelle les organisations multilatérales pour les beaux jours. Il y a des organisations pour les beaux jours.
Il en faut des organisations pour les beaux jours, c'est-à-dire pour les moments où le système international est un système plutôt apaisé et où on peut commencer à considérer des programmes de coopération pour consolider et institutionnaliser des formes de paix qui existent déjà. Mais ce ne sont pas des organismes qui produisent eux-mêmes la paix. La paix doit être produite ailleurs, et ces organisations des beaux jours, dont sans doute l'UPM, est là pour utiliser les trêves ou les cessez-le-feu ou les moments d'apaisement pour qu'ils construisent des projets sur la parité du genre ou sur la lutte contre les épisodes méditerranéens, comme on les appelle, c'est-à-dire ce changement climatique qui fait qu'on a subitement 200 mm de pluie le même jour, etc. Je le dis d'autant plus que nous vivons aujourd'hui des mauvais jours, pas de beaux jours, et que je ne vois pas que l'UPM, entre autres, puisse avoir un rôle dans la résolution des conflits auxquels nous devons faire face et qui sont de plus en plus aigus. Est-ce qu'il faut pour cela jeter l'enfant avec l'eau du bain? Non. Il faut peut-être se mettre en réserve pour espérer que cet ensemble puisse trouver un certain mode. Il y a Gaza, vous en avez parlé, je ne vais pas m'attarder dessus. Mais en Méditerranée, il y a énormément de problèmes non résolus. Je me souviens quand j'étais en Libye à la fin 2019, lorsque les troupes du général Haftar étaient aux portes de la capitale, le gouvernement reconnu par l'ONU à l'époque est allé signer un accord de coopération en catastrophe avec la Turquie pour que la Turquie lui donne de l'aide pour arrêter Haftar aux portes de la capitale. Mais le gouvernement turc avait un autre accord qui était prêt aussi, qui était celui de la désignation des zones exclusives économiques en Méditerranée, ce qui a été fait tout à fait unilatéralement. J'ai essayé de convaincre à l'époque le Premier ministre libyen de lui dire que vous allez avoir les Grecs contre vous, les Égyptiens, les Italiens, etc. Vous ignorez entièrement l'île de Crète, qui est presque aussi étendue que le Liban. Vous ne pouvez pas le faire. Mais il était tellement dans l'urgence de défendre sa capitale qu'il a signé les deux accords à la fois. Je donne ça à titre d'exemple. Je peux multiplier les autres exemples. Et les autres exemples, qu'est-ce qu'ils nous disent? Ils nous disent que où les conflits ne sont pas résolus, dans ce cas, il n'est toujours pas résolu. Il y a la Grèce a protesté, l'Égypte a protesté, l'Italie n'est pas contente parce que si on commence à traiter la Crète comme cela, demain on va traiter la Sicile de la même manière, etc. Il y avait beaucoup de tensions dans l'air. Mais quelquefois, des crises particulièrement méditerranéennes ne sont pas résolues par les puissances ou les organisations méditerranéennes. Disons les choses telles qu'elles sont. Ou les États-Unis s'engagent dans la résolution du conflit de Palestine, ou il n'y aura pas de solution du conflit de Palestine. Récemment, mon pays natal a eu à faire une démarcation maritime pour des raisons gazières, puisqu'on a trouvé un peu de gaz. Je crois qu'on exagère la quantité de ce qu'on a trouvé, mais ça, c'est une autre affaire. Eh bien, il a fallu que la diplomatie américaine s'engage entièrement parce que les Israéliens n'acceptaient pas d'autres intermédiaires. La démarcation a été faite, aux dépens du Liban d'ailleurs, mais par la diplomatie américaine. Donc, où on a des crises qui sont très au-delà de la capacité des organisations régionales de le résoudre, y compris l'UPM, où nous avons des crises qui ne peuvent être résolues que par une puissance externe. Je ne suis pas surpris, vous avez tous les deux parlé d'un budget dérisoire. Je ne suis pas surpris, parce que dès les années 90, et là je parle comme professeur, parce que dès que je me trouve sur cette estrade, je retrouve mon franc-parler professeur. Dès 90, je sentais de la résistance dans les pays européens du Nord à cette structure, à ce concept.
D'ailleurs, je pense que le gouvernement Sarkozy était hésitant à l'époque si les pays physiquement méditerranéens devaient être partie de l'UPM ou si toute l'Union européenne devait y accéder. Et si c'est sous la pression de certains pays, notamment l'Allemagne, qu'il a changé d'avis et qu'au départ, ce qui était l'Union méditerranéenne avec uniquement les pays physiquement méditerranéens a été remplacé par quelque chose d'autre. C'est qu'il y a une certaine réserve. Et je la comprends, cette réserve. La Méditerranée, c'est pour les vacances, pour, je ne sais pas, les Danois ou les Suédois ou les Scandinaves. Et c'est normal. Je veux dire qu'ils ne considèrent pas ça comme un concept géopolitique. C'est pourquoi je dis, ne jetons pas l'enfant avec l'eau du bain. Ce genre d'organisations peuvent être utiles, mais n'ayons pas d'illusions sur leur utilité dans les jours sombres, comme ceux par lesquels nous passons. Dans ces jours sombres, il nous faut autre chose, et on ne le trouve toujours pas. Merci. C'est vrai que peut-être il n'y a pas une réalité géopolitique, mais il y a une interdépendance. Et tu as mentionné un des éléments de cette interdépendance, et j'ai dit bien interdépendance. Tu as mentionné l'énergie, et donc je me tourne vers Kamal. Cette interdépendance, il faut aussi pouvoir la gérer. Et c'est un bon exemple, l'énergie, que ça soit fossile de moins en moins, que ça soit renouvelable de plus en plus, mais où il y a aussi une interdépendance à gérer. Donc comment est-ce qu'on peut bâtir une meilleure gestion de cette interdépendance et comment est-ce que l'Union pour la Méditerranée peut aider surtout dans ces domaines de l'énergie, des énergies, surtout des énergies renouvelables de plus en plus, parce que là, c'est un bon exemple. Peut-être il n'y a pas une réalité géopolitique, mais il y a une vraie nécessité d'une meilleure gestion de cette interdépendance des deux côtés. Quel rôle pour l'Union pour la Méditerranée? Merci, Arantxa. Mais avant que je m'engage sur cette interdépendance qui est évidente, j'aimerais saluer Ghassan Salamé parce qu'il a mis le doigt sur pas mal des réalités. Je suis d'accord sur le fait qu'elle n'est pas conçue comme une région dans le sens géopolitique du mot. Je suis 100% d'accord. Et la preuve, c'était la création même de l'Union pour la Méditerranée quand la France voulait que le Méditerranéen et l'Allemagne a forcé la porte, pas pour renforcer le projet, mais pour peut-être l'alléger. Je suis un peu pas très diplomatique dans mes propos, mais il fallait le dire. Oui, la capacité d'agir, que ce soit de la Commission européenne, qui est 1000 fois plus puissante que l'Union pour la Méditerranée, ou la Ligue arabe, ou l'Union pour la Méditerranée, dans les périodes de crise, on sait tous que nos capacités d'influencer le développement de ces crises est assez limitée. Ça, je suis entièrement d'accord. Cette résistance existe. Et Karim a évoqué l'initiative franco-espagnole qui a été soutenue par le Maroc, l'Égypte et plusieurs pays pour un renouveau de l'Union pour la Méditerranée dans le sens financier, dans le sens de l'impact, dans le sens de la structure, dans le sens de sa capacité à amener des solutions. Et il faut aussi être honnête, on n'a pas eu l'unanimité, il y avait quand même quelques résistances par rapport à doter ce cadre de coopération régionale des moyens nécessaires pour qu'il puisse remplir son mandat et même le développer davantage. Cela dit, ça me ramène à la question d'Arantxa, et depuis qu'elle était ministre des Affaires étrangères de l'Espagne, il y a des pays tels que l'Espagne ou la France ou l'Égypte et le Maroc, je prends ces quatre parce qu'ils sont très... qui croyaient à ce projet. Et
il croit à ce projet pas sur un fond de toile sentimentale ou même culturelle, mais par rapport à cette interdépendance. Prenons le plus grand sujet de débat politique en Europe, l'immigration. D'où vient cette immigration? Où elle vient d'où, physiquement parlant? Elle traverse quelle mer pour arriver en Europe? C'est la Méditerranée qu'elle traverse, en général. Prenons la question de l'énergie. Les études montrent d'une manière nette et claire que le potentiel de renouvelables au sud de la Méditerranée peut produire 2 fois la consommation européenne d'aujourd'hui. Mais pour ça, il faut des investissements et il faut l'interconnexion. Et d'ailleurs, on avance au sein de l'Union et au-delà de l'Union. Mais on avance d'une manière pas assez ambitieuse. Prenons la question de la démographie en Europe, la démographie décroissante et la question de la démographie galopante au sud. On devrait regarder ça dans un esprit d'intégration régionale. Je ne dis pas un transfert de population, mais je dis un développement économique entre les deux rives, des investissements, un transfert de quelques secteurs qui sont plus économiques au nord, un rapprochement de chaînes de valeur pour que le sud de la Méditerranée peut remplacer des centres de production qui sont à 7000 ou 8000 kilomètres et qui ont démontré leur faiblesse dans des périodes de crise et de guerre. Énormément de champs sur lesquels on peut même gérer les racines des tensions géopolitiques en proposant des plans concrets de coopération sur des secteurs clés tels que l'énergie, tels que l'emploi, tels que l'environnement, tels que l'économie bleue. L'économie bleue, ce n'est pas seulement pour conserver la biodiversité de la Méditerranée et combattre le changement climatique, mais c'est une initiative qui est créateur d'emplois, créateur de croissance économique et créateur de prospérité économique pour les pays bénéficiaires. Alors, oui, c'est une structure, la nôtre ou les autres, qui n'a pas encore rempli pleinement son mandat. Oui, il y a des pays qui ne sont pas très chauds pour le doter des moyens qu'elle devrait avoir, mais la logique veut que ces deux régions, je dirais même, ils sont condamnés à coopérer, parce que ce manque de coopération ne peut qu'amener à plus de tensions et à plus de crises. Au-delà des crises que nous vivons aujourd'hui. Comment? Primo, comme on dit en italien, une volonté politique. Il faut qu'on plaide, pas chez les Espagnols ou les Français, mais on plaide plus au nord. Même, je dirais même un peu au sud de l'Europe. L'Italie, ça se discute. Il faut plaider chez les Italiens aujourd'hui. Il faut plaider chez les Allemands. Il faut plaider aussi au Sud pour y croire dans son projet. Même le Sud, parfois, a tendance à travailler dans la politique de voisinage plus davantage que de travailler avec l'Union pour la Méditerranée. Deuxièmement, il faut réformer la maison de l'intérieur, la restructurer. C'est exactement ce que je faisais avec Karim et avec nos collègues espagnol pendant l'année dernière. Pour que cette maison, on parle même d'une UPM 2.0, pour qu'elle puisse être capable de répondre à ces crises. Mais je n'irai pas aussi loin que dire que cette structure pourra un jour avoir un rôle conséquent dans la résolution de conflits. Je suis d'accord avec Aïssam Salem, on est loin d'avoir une empreinte sur les crises et les conflits, mais on peut avoir une empreinte dans la construction
dépend de coopérations qui peuvent diminuer et minimiser ces conflits, en amenant de la croissance économique et plus d'intégration économique régionale. Voilà, merci. Merci, Kamal. Nasser, pas Kamal, maintenant je confonds. Nasser, Hassan, la situation au Moyen-Orient aujourd'hui est aussi, et la relation de la situation au Moyen-Orient et l'Union européenne a brisé un peu la confiance des populations dans le Sud vis-à-vis de l'Union européenne. En quoi et comment est-ce qu'on répare cette confiance, comment est-ce qu'on construit de la confiance, comment est-ce qu'on peut utiliser aussi une enceinte multilatérale comme l'Union pour la Méditerranée pour reconstruire cette confiance. Je vais répondre à votre question, cher Arantxa. Mais je voudrais d'abord insister sur un point soulevé par ça. J'ai passé 3 ans en Libye où j'ai découvert que la Méditerranée était aussi un cimetière. Un cimetière. Il y a en Méditerranée, et il va y avoir de plus en plus, un conflit de valeurs intra-européen sur comment traiter la migration à travers la Méditerranée. Les bateaux qui essayent de sauver les bateaux d'immigrés qui chavirent en Méditerranée sont européens, pour la plupart, pour la grande majorité. Et ceux qui vont les détruire sont également européens. Ce qui indique qu'en Europe, il n'y a pas aujourd'hui une boussole réelle pour aborder le problème de la migration. Ce qui veut dire aussi que les gouvernements et la Commission européenne a laissé cette question qui ne peut que s'aggraver dans les années qui viennent à l'opinion publique qui est agitée par des courants idéologiques qui ne sont pas nécessairement toujours rationnels. C'est pourquoi la Méditerranée est aussi devenue un cimetière. Et lorsque j'étais basé à Tripoli, j'avais un incident pratiquement tous les jours, ou 3 ou 4 fois par semaine, d'une embarcation sur laquelle disparaissaient 10, 15, 20 migrants en Méditerranée. Est-ce qu'on peut laisser la Méditerranée devenir un cimetière? C'est une vraie question que nous devons nous poser et qui indique, et j'espère suscitera par la suite, une vraie réflexion sur un différentiel démographique entre le continent africain et le continent européen qui ne va aller qu'en s'aggravant. Et je trouve qu'il y a une certaine paresse intellectuelle à aborder rationnellement cette question nodale. Je viens à votre question. Il ne s'agit pas de rétablir une confiance, Arantxa, uniquement. Il s'agit de dire si les Européens tiennent véritablement à leurs propres convictions ou non. S'ils tiennent à la conviction selon laquelle la Russie avait tort d'affamer les Ukrainiens, elle doit dire qu'Israël a tort d'affamer les Palestiniens. Si les gouvernements européens prennent au sérieux le droit international humanitaire et exigent son application par tant de pays, à commencer par la Russie, mais pas que, il faut qu'ils l'appliquent partout dans le monde. Parce que le problème auquel on fait face aujourd'hui, c'est qu'il y a, comment dirais-je, un manque de crédibilité de la part des porte-paroles de l'Europe, qu'ils soient nationaux ou communautaires, dans leur attitude qui n'était pas fidèle non pas aux droits des Palestiniens, ça c'est une autre affaire, mais à leurs propres convictions. Donc, je pense que l'Europe s'est affaiblie en n'étant pas fidèle aux droits.
Je pense que l'Europe s'affaiblit en n'étant pas fidèle à elle-même. Je pense que l'Europe perd de sa crédibilité si elle devient sélective dans l'application du droit international. Donc, ce qu'il faut maintenant, ce n'est pas des déclarations. Il y a des chefs d'État qui parlent trop en Europe. Et il faudrait penser à autre chose. Pedro parle beaucoup. Il faut quelque chose d'autre. Il faut des signes concrets de cohérence dans l'approche des crises internationales. Vous ne pouvez pas être un exportateur de normes, ce que l'Europe s'est donné comme rôle très tôt. Elle veut la parité homme-femme, elle veut que les enfants ne travaillent pas, elle veut que les pays adoptent la liberté d'expression. Mais si on ne respecte pas la liberté d'expression, quand je regarde le paysage intellectuel allemand, je suis affligé. Non pas affligé pour les Palestiniens, affligé pour ceux à quoi les Allemands glissent eux-mêmes. Imaginez un seul instant une journaliste du New Yorker, Masha Gessen, qui obtient le prix Hannah Arendt pour un article qu'elle a écrit et à laquelle une fondation dite libérale comme la fondation Heinrich Heine est associée, à qui on retire le prix parce qu'elle a écrit un article sur Gaza. Non, mais comment peut-on ensuite prêcher la liberté d'expression lorsqu'on est incapable d'accepter un discours dont la teneur n'a jamais été remise en question d'ailleurs, dont la teneur n'a jamais été remise en question. Donc, pour rétablir un impact politique européen de l'autre côté de la Méditerranée, l'Europe n'a pas besoin de séduire quiconque. Elle doit être simplement fidèle à elle-même. Merci. Et si on regarde maintenant, et si on pose un peu le même regard de la France vers Hassan nous a donné quelques suggestions sur comment l'Union européenne peut peut-être ajuster son regard. Peut-être je te demande de faire un peu la même chose, mais à l'opposé. Ah bah oui. Je ferai pas ça. Aux autres partenaires. Non, blague à part, je crois que ce que serait utile, c'est vu de la France, vu de la pluralité qui représente l'Union européenne aussi, quelles devraient être les priorités à poser à l'Union pour la Méditerranée dans les court moyen terme, dans cette idée de un peu refonte Union pour la Méditerranée version 2. Je crois que on y a en partie répondu, mais la formule de Hassan est formidable et je vais la reprendre. Les beaux jours, c'est une organisation des beaux jours. Mais les beaux jours, il faut les préparer. Et cette organisation doit servir à ça. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que, et je crois que personne n'y croit vraiment au sein de l'Union pour la Méditerranée, cette organisation n'est pas armée pour régler toutes les crises politiques de la région. Sûrement pas. Et personne ne pense honnêtement que, en tout cas nous n'avons jamais pensé ça, que l'Union pour la Méditerranée puisse régler la crise libyenne. Non. En revanche, précisément faire en sorte que par-delà les crises, c'est un jeu de pensée, une expérience de pensée d'une certaine manière, mais par-delà les crises, préparer la Méditerranée de demain, c'est-à-dire en gros essayer de répondre à quelques grands défis. D'abord le changement climatique. Bon, on ne va pas répéter tous les chiffres, mais on l'a dit, 20% de plus qu'ailleurs dans le monde. La Méditerranée, c'est 0,3% de la surface du globe.
espace qui se réchauffe 20% de plus qu'ailleurs sur la planète, avec des conséquences sociales, économiques, démographiques, en termes de réfugiés, en termes de tout ce qu'on veut, migration considérable. C'est une mer qui sera probablement à vitesse constante, une mer morte d'ici 2070, 2080. Bon, c'est demain, c'est même pas demain, c'est à la fin de la journée. Donc ça, c'est un défi qui nous oblige. Bien sûr qu'il faut éviter, c'est pas encore une fois le but de l'UPM, bien sûr qu'il faut régler les crises politiques, il doit y avoir des instruments pour ça, il y a des grands pays qui sont armés pour ça, évidemment. Il y a d'autres organisations en Méditerranée qui peuvent s'en occuper, mais l'Union pour la Méditerranée, qui réunit tous les pays, eh bien, peut servir à répondre, à apporter des réponses à ces grands défis. Le changement climatique, on y est tous confrontés, que l'on soit à Beyrouth, à Alger, à Marseille ou à Naples. Et c'est peut-être l'organisation qui peut, par ses moyens, par sa capacité à réunir tout le monde, tous les acteurs, à obtenir des financements, et c'est peut-être l'organisation qui peut essayer de nous amener sur une trajectoire un peu plus positive. La question des migrations, effectivement, je ne sais pas. La question des chaînes de valeur sur le plan économique, c'est un énorme sujet. Je passe mon temps à circuler dans tous les pays de la rive sud et orientale. Après le Covid, c'est le sujet sur le plan économique numéro un, une préoccupation énorme. Le Doliprane. Vous nous avez cassé les pieds en France à dire il n'y a plus de Doliprane dans les pharmacies, etc., etc. Vous avez des pays de la rive sud, le Maghreb notamment, qui ont des capacités de production, qui ont un capital humain, qui ont des ressources pour accueillir des industries pharmaceutiques, peut-être pas sur le Doliprane, mais d'autres produits. Donc il y a un vrai enjeu sur un sujet qui est un sujet d'intérêt commun, qui crée des opportunités, qui crée des emplois, qui permet de régler en amont un certain nombre de difficultés à venir. Quand il y a de l'emploi, quand il y a des opportunités pour la jeunesse, quand il y a la formation, il y a peut-être moins de migration, il y a peut-être moins de crise politique, bon, etc., etc. Pas dire que ça produit toujours un enchaînement vertueux, mais ça permet de répondre aussi à ces sujets-là. Question des chaînes de valeur sur les priorités, question du changement climatique, question des inégalités sociales, question des migrations peut-être, question de la formation, question de la mobilité finalement plus que des migrations au fond. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer, pour répondre à la préoccupation des pays du Sud sur la fuite des cerveaux, en particulier dans un certain nombre de secteurs, qu'il y ait une circulation positive, intelligente qui se mette en place, comme on dit gagnant-gagnant, ce qui ne veut pas dire grand-chose, mais enfin, en tout cas, une mobilité qui permettent à chacun de s'y retrouver dans un espace qui est microscopique. On a discuté pas plus tard que tout à l'heure avec quelqu'un qui s'occupe du plan bleu, de ce qu'on appelle le plan bleu, le programme des Nations Unies pour l'environnement sur la Méditerranée. Bon, à l'échelle du monde, la Méditerranée, c'est un minuscule lac. Donc certes, c'est peut-être pas une réalité géopolitique, mais déjà c'est une réalité géographique. Et ça suscite des intérêts, des préoccupations qui sont politiques. Et donc, dans ce contexte, avec d'autres outils, avec le 5+5, avec la Convention de Barcelone, avec les Nations Unies, avec les bailleurs multilatéraux, la Banque mondiale, etc., 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 l'Union pour la Méditerranée peut permettre d'apporter un certain nombre de solutions. C'est pour ça que l'idée, ce n'est pas de dire que ça va tout remplacer et ça va tout régler, sûrement pas. Mais, pour reprendre ta formule qui est excellente, ça peut être l'un des outils parmi d'autres qui permettent de préparer des jours peut-être un peu plus heureux dans ce minuscule, microscopique espace qui partage quand même, malgré tout, et c'est une réalité géographique, mais aussi économique, mais aussi sociale, démographique, énormément de choses, énormément de préoccupations communes. Merci. La parole maintenant à vous. Il y a 2 micros de deux côtés de l'amphi. Il faut s'élever, nous dire qui vous êtes et poser votre question. Il faut vous approcher du micro, monsieur. Ce n'est pas le micro qui va à vous, c'est vous qui allez au micro. Merci. Merci à vous. J'ai une question qui est simple et claire. Je suis un étudiant marocain ici à Sciences Po et j'avais bien cru que l'Union pour la Méditerranée
était un forum puissant, ou bien pouvait être un forum puissant pour le débat et la coopération entre les peuples. Toutefois, comment dire, j'ai trouvé qu'il y a une dynamique de pouvoir et de domination importante entre les pays européens et les pays du MENA, inclus le Maroc. Et le génocide actuel qui se passe à Gaza nous montre tout simplement que notre vie des pays qui ont été colonisés, de ces peuples, ne compte pas aussi comme la vie des pays européens ou bien des Français, comme on est en France. Comment peut-on donc briser ce mur de domination et en finir avec cette dynamique où il y a nous qui nous sommes inférieurs, il y a les Européens qui sont supérieurs à nous et avoir une vraie union d'égalité. Merci. Alors, je crois qu'on va prendre plusieurs questions, si ça vous va, et comme ça, donc il faut vous rapprocher du micro, s'il vous plaît, et comme ça, on va prendre plusieurs. Merci. Bonjour. Bonjour. Je suis Ali El Soudani, je suis étudiant ici en master. J'ai une question peut-être pour Hassan Salami. Massa al-Khair, Ma'al Loisir. Dans un monde en plein bouleversement, un ordre mondial qui est en train de se transformer, un monde plus divisé, plus faible, un monde plus autoritaire qu'il y a 30 ans, vous vous rappelez dans votre dernier livre, quelle perspective pour la paix au Proche-Orient? Et vous rappelez aussi que quand on met un conflit sous le tapis, il se réveille. Donc, quelle solution pour le conflit actuel à Gaza? Merci. S'il vous plaît. Bonjour Arantxa, bonjour messieurs. Je suis un peu étonné de ne pas avoir entendu le mot climat. Parce qu'en effet, le mot climat, c'est ce qui nous relie entre l'Afrique et l'Europe. Et la migration climatique a été aussi évoquée. Enfin non, qui n'a pas été évoquée. On a parlé de migration, mais pas de migration climatique. Et c'est un sujet, à mon sens, fondamental. Tout autant que les autres que vous avez pu évoquer ici et dans le cadre de cet amphithéâtre Boutmy. Merci beaucoup. Donc, on va prendre ces trois questions. Je commence avec Karim. Vous choisissez, il y a trois questions. Climat, paix au Proche-Orient. Le climat, moi, je n'ai pas arrêté d'en parler, mais on peut en reparler, bien sûr. Je te laisserai le faire, parce que l'UPM a des choses à dire là-dessus. Mais ça fait partie, bien sûr, des priorités d'action, hein, et des sujets qui, pour le coup, vous avez raison, monsieur, nous réunissent absolument tous et sur lesquels l'UPM, parmi d'autres, a voix au chapitre et a une capacité d'action. Nous, on voudrait qu'elle en ait encore plus, notamment sur ce sujet-là, qui met tout le monde d'accord, qui est une priorité, priorité absolue pour l'ensemble des pays. Mais on y travaille concrètement, on vous en a dit quelques mots, mais je laisserai Nasser répondre. Moi, je veux bien répondre à cette histoire de domination-dominée, parce que moi, je suis franco-algérien, en fait. Et du coup, je ne sais pas si je suis dominant ou dominé en tant qu'ambassadeur de France franco-algérien. Peut-être que vous pouvez m'aider. Mais je ne suis pas forcément... je comprends bien sûr votre question et j'en comprends parfaitement et le sens et bien sûr la légitimité, mais je ne suis pas sûr que ce soit en fait un prisme d'analyse s'agissant de l'Union pour la Méditerranée extrêmement pertinent. Je vais vous dire pourquoi, mais tu l'as dit toi-même en introduction, parce que c'est l'organisation où chaque voix compte et où chaque pays compte. Et où un pays comme l'Algérie, un pays comme le Maroc, un pays comme le Liban, un pays comme Israël et tous les autres ont une capacité de blocage. Alors c'est d'une certaine manière un atout parce que c'est l'organisation qui réunit tout le monde et qui rassemble tout le monde autour de la table, y compris en ce moment. Malgré ce qui se passe, c'est une réalité pour le coup, nous avons vécu. Et en même temps, évidemment, chaque pays peut dire « bah non, en fait, moi je refuse ». Donc c'est le problème des organisations intergouvernementales et qui fonctionnent de cette manière. Mais c'est probablement l'organisation qui est, de ce point de vue-là, la plus respectueuse à l'égard des pays du Sud et donc anciennement colonisés. J'ajoute que, et c'est important, ça fait partie d'un sujet qu'on ne connaît pas forcément, mais la gouvernance de l'Union pour la Méditerranée veille à ce que, et d'ailleurs est
organisé structurellement comme ça, à ce qu'il y ait un pays du Nord, enfin c'est l'Union européenne en l'occurrence qui assure la gouvernance, la coprésidence, et un pays du Sud, et en ce moment, ça va bientôt changer, la Jordanie. Et l'ensemble de la gouvernance, des structures de gouvernance, des réunions, de tout ce qui se passe, veille, c'est dans l'ADN de l'UPM, veille à ce que les pays du Sud soient représentés exactement au même titre et avec le même poids que les pays dits du Nord. Donc, je comprends encore une fois vraiment votre critique et interrogation, mais je crois vraiment que l'Union pour la Méditerranée n'est pas la cible adéquate de ce procès-là. Je laisserai Ghassan Salam, parce que la question a été adressée à lui, de répondre à la question la plus difficile, celle des perspectives pour la paix. Tu es le plus libre parmi nous les trois, alors tu peux en parler plus librement que nous. Mais je comprends parfaitement la logique des deux questions. Étant égyptien, voyageant dans la région tout le temps, et le sentiment, et Ghassan l'a évoqué, de double standard est énorme. Il y a un sentiment que l'Europe n'a pas défendu ses propres idéaux et ses propres normes. Quand on parle du rule-based world order, ça s'applique en Ukraine, ça ne s'applique pas dans notre partie du monde. Mais revenons au climat. Non, le climat, c'est vraiment au centre de ce que nous faisons. D'ailleurs, il faut que je réclame qu'on ait l'organisation qui a produit ce rapport scientifique qui est devenu maintenant pas cité, mais tout le monde connaît l'effet de ce rapport scientifique qui a été préparé par plusieurs centaines de scientifiques venant de tous les quatre coins de la région sur l'impact du changement climatique sur la Méditerranée. Et c'est le premier rapport à l'échelle internationale qui a étudié l'impact du changement climatique sur une région spécifique. Il y a sur l'Antarctique et nous, maintenant. Et qui a démontré, scientifiquement parlant, que notre région est une des régions les plus affectées, si elle n'est pas la région la plus affectée après l'Antarctique. En termes, comme Karim l'a dit, de réchauffement, en termes de perte de biodiversité, en termes d'augmentation de la mer, en termes de la pénurie en eau. On est une zone pauvre. On a arrivé au seuil de pauvreté en matière d'eau et dans les 30 années qui viennent, on va arriver à des niveaux dangereux par rapport à nos ressources en eau. Et parlons de ce que nous faisons sur ce dossier, et je vois ce dossier comme à la fois un défi, mais aussi une opportunité, parce qu'il y a toute une activité d'adaptation et de mitigation qui peut amener à une croissance économique dans le sud et au nord, à la base d'une intégration régionale basée sur combattre les effets du changement climatique. Les énergies renouvelables est un cas parmi d'autres, et c'est au centre. 30-40% de ce que nous faisons à Barcelone est vraiment basé sur se concentre sur le climat et l'environnement, avec une perspective de trouver des moyens et proposer des initiatives, dont l'initiative que j'ai mentionnée sur l'économie bleue qui va dans le même sens. Maintenant, c'est à toi de gérer la grande question. Les rôles qui construisent cette paix. On a beaucoup parlé de l'Union européenne, mais est-ce qu'il n'y a pas d'autres acteurs y inclus dans la région qui doivent contribuer à construire cette paix? Hassan. Merci beaucoup. On pourrait passer le reste de la soirée à parler de ce conflit.
Je vais essayer d'être bref en quelques minutes. Il y a un choix à faire au départ entre le court terme et le long terme. Sur le court terme, il y a plusieurs initiatives en cours dont vous lisez les détails dans la presse tous les jours. Certains d'entre nous sont un peu plus informés que d'autres sur la teneur de ces propositions, sur ce que font les Américains, ce que font les Qataris, ce que font les Égyptiens, pour tenter de trouver une formule de compromis sur le court terme, c'est-à-dire sur la libération des otages, sur l'acceptation d'un cessez-le-feu plus ou moins prolongé dans le temps, sur l'accès à l'aide humanitaire, etc. Donc il y a des projets sur le court terme qui ont donné lieu, il y a 2 mois, à une trêve d'1 semaine, donc, et qui peuvent, théoriquement, donner naissance à un accord un peu plus large qui comprend au moins les 3 facteurs que j'ai cités tout à l'heure, c'est-à-dire un cessez-le-feu, la libération des otages et l'accès libre à l'aide humanitaire. Cela dit, parce pour des raisons diverses et variées, je dois suivre ce dossier d'assez près, il y a 3 semaines, les trois médiateurs que j'ai cités étaient pratiquement sûrs qu'ils avaient un accord en main pour le lendemain. Ça ne s'est pas fait. Après, les uns accusent les autres, etc. Ça, c'est autre chose. Je ne veux pas entrer dans cette polémique. Ce qui est sûr, c'est que ça ne s'est pas fait. Il y a d'autres qui regardent un peu plus loin que ce détail, essayent d'éviter à 1 million de Palestiniens qui sont maintenant réfugiés dans la zone de Rafah, qu'ils ne soient frappés. Peut-être qu'un jour on découvrira qu'il y a 1000 façons de détruire Hamas et que la façon qui a été choisie n'est pas la bonne. Et qu'en réalité, elle est coûteuse en vie humaine et elle ne produira pas l'objectif recherché. Mais pour le moment, il y a des gens qui veulent aller dans Rafah. Je ne suis pas sûr que l'armée israélienne y soit prête. Je ne suis pas sûr qu'ils ont les munitions nécessaires pour le faire. Et je suis sûr que ce sera une bataille extrêmement coûteuse en vie humaine, étant donné le fait que autour de 40% de la population de la bande, qui devait faire 2 200 000 au début du conflit, sont coincés dans cet endroit. Il y a le long terme. Et là, on se pose de toute autre question. Nous partons de l'hypothèse qu'un cessez-le-feu a été établi, que les otages sont rentrés chez eux et que la population de Gaza a libre accès à l'aide humanitaire. Est-ce qu'il y a de ce conflit une possible sortie par le haut? C'est-à-dire des 3 options possibles. La première, c'est que ce conflit soit un épisode isolé qui ne change rien à la situation régionale. Ou que ce conflit soit l'occasion, comme a été la guerre du Koweït en 1990 qui a produit Madrid, comme a été le 9/11 à New York qui a produit l'initiative arabe de paix. Donc il y a, après des confrontations particulièrement sanglantes, on est habitué à ce qu'il y ait des tentatives de résoudre ce conflit. Est-ce que la guerre de Gaza va être une de ces occasions pour tenter de résoudre le conflit? Ça, c'est la deuxième option. La troisième option, c'est que Gaza est le début d'un cycle de violence qui peut durer des années, avec des trêves, avec des cessez-le-feu, mais qui pourrait s'élargir à d'autres fronts, à commencer par la Cisjordanie, le Liban et d'autres zones aussi. Je dois être franc avec vous et vous dire qu'il m'arrive de sauter d'une de ces 3 options à l'autre. Qu'il y a des jours où je pense à la première, il y a des jours où
J'espère la seconde, que ce soit qu'il y ait une sortie par le haut. Mais vous êtes tombé un jour difficile. En ce moment, je suis assez sceptique sur les chances de sortir par le haut. Et je crains que Gaza ne soit le début de quelque chose de durable en termes de violence régionale qui peut s'étendre sur d'autres fronts. Pourquoi cela? Parce que les trois principaux acteurs de ce drame ne me semblent pas disposés ou prêts ou équipés pour envisager une sortie par le haut. Je commence par les Palestiniens. Il y a un vrai problème de représentation palestinienne. Il y a un vrai engouement pour Hamas dans l'opinion palestinienne. Et il y a une autorité palestinienne dont la crédibilité est très fortement écornée. Et ce n'est pas en changeant quelques ministres, ce n'est pas en nommant son conseiller économique comme Premier ministre de l'autorité que cette situation va s'arranger. Donc vous êtes dans une situation où l'autorité est légitime mais incapable. Hamas est illégitime mais a de l'influence sur le terrain. Donc vous avez un acteur qui est problématique. L'acteur israélien est encore plus problématique. Vous avez un gouvernement, c'est vrai que cela fait 10 ans qu'à la formation de chaque gouvernement israélien, on dit que c'est le plus extrême à droite de l'histoire d'Israël, mais celui-ci est vraiment extrême. Et celui-ci a présenté ses cartes sur table. Il ne veut pas d'État palestinien. Il veut la continuité de la colonisation. Ils ont décidé de créer près de 3000 nouvelles unités de colonisation la semaine dernière en Cisjordanie. Et s'ils avaient tenté de trouver des accommodements avec Hamas à Gaza, c'était pour protéger leur projet de colonisation et d'annexion de Cisjordanie. Donc, à moins d'une révolution politique que je crois improbable en Israël, cet acteur est également problématique. Reste le troisième, le médiateur. Il y a eu beaucoup de médiateurs qui se sont essayés sur ce conflit. Bon, généralement, c'est les Américains qui ont produit. Ils ont produit Camp David, ils ont produit les accords d'Abraham, ils ont produit... Parce que, généralement, les Israéliens ne font confiance qu'aux États-Unis. Mais vous avez aujourd'hui une situation difficile aux États-Unis, avec une campagne présidentielle, un président qui s'est engagé trop loin aux côtés d'Israël pour pouvoir faire marche arrière, et une crise de confiance entre lui et le Premier ministre israélien. Cela ne donne pas le profil, ce ne sont pas les ingrédients d'un profil de médiateur qui va réussir à une sortie par le haut. C'est pourquoi j'espère que sur le court terme, une de ces médiations finisse par aboutir à réussir les trois objectifs à court terme qu'on a à l'esprit. Mais sur le moyen et long terme, je dois, pour être honnête avec vous, faire part de mon pessimisme. Merci. Nous sommes arrivés à la fin de notre événement. Je voulais vous remercier de votre présence et je vais terminer par une phrase que j'avais dans mon bureau quand j'ai commencé à travailler sur la région euro-méditerranéenne, parce que moi aussi, j'ai commencé ma carrière de fonctionnaire public dans la région euro-méditerranéenne en 1996. Donc, dans mon bureau, j'avais une affiche qui disait « Le possible est déjà fait. L'impossible, c'est en cours. Pour les miracles, s'il vous plaît, un délai de 48 heures. » Pourquoi je veux terminer là? Parce que je crois que ça explique bien l'ambition que nous devons avoir, qui est un peu d'y croire dans les miracles, mais encore mieux de travailler pour que ces miracles deviennent une réalité. Merci beaucoup. Un grand applaudissement aux panélistes.